Le 27 octobre 1992, un virage allait se révéler mortel. Vers 20 h, un homme au volant de sa voiture aperçut dans son rétroviseur des phares qui déviaient de la route. Puis, il entendit le bruit d'un accident. Quand il regarda de nouveau dans son rétroviseur, le véhicule n'était plus là. De crainte que quelqu'un n'ait subi de graves blessures, il fit demi-tour et se rangea le long de la route. Il aperçut le véhicule au bas du talus. Il descendit à toute vitesse. La conductrice était immobile. Son ami semblait en état de choc et en proie à de vives douleurs. Fire emergency. A car went over the embankment. Are there people injured? Yeah, there's 2 people inside, and I think the driver's dead. The other guy's hurt real bad. Des unités du service des incendies de Folsom accoururent sur les lieux de l'accident. Des policiers de la patrouille des autoroutes de la Californie ainsi que des sauveteurs se rendirent rapidement sur place pour aider les victimes. Les sauveteurs qui portaient de l'équipement s'aidaient les uns les autres à descendre la pente raide du talus. Les ambulanciers constatèrent la mort de la femme. Le passager s'identifia comme étant Mitch McLeese. Il déclara qu'il était incapable de bouger ses jambes. Les ambulanciers croyaient qu'il avait peut-être des blessures internes. Quand on lui demanda de décrire l'accident, McLeese déclara qu'il ne se rappelait pratiquement rien. Il dit qu'il était un ami de la conductrice. Selon le permis de conduire de cette dernière, elle s'appelait Susan Moyer. Cette femme de 52 ans vivait à El Dorado. McLeese ajouta qu'il s'était sans doute endormi. Quand il s'était réveillé, la voiture se trouvait dans le fossé. Les ambulanciers conduisirent d'urgence le passager au centre hospitalier de Sacramento. Un policier du service de police d'El Dorado se rendit à la maison de Susan Moyer vers 23 h. Il annonça à Ken Moyer, son mari, qu'elle s'était tuée dans un accident de la route. Le policier lui posa quelques questions pour tenter d'obtenir des informations à propos de Susan et de son passager, Mitch McLeese. Moyer déclara que McLeese était l'un de ses employés. Il ajouta que celui-ci les avait aidés à déménager de Sarasota en Floride, en Californie. Ken et Susan étaient de nouveau mariés et McLeese était resté dans la région pour effectuer des travaux dans leur nouvelle maison. Ce soir-là, il devait aller à un rendez-vous vers 19 h 15 et il n'avait pas pu raccompagner McLeese à son hôtel comme d'habitude. Susan lui avait proposé d'aller, elle, le reconduire quand il aurait terminé son travail. Moyer ajouta que lorsqu'il était rentré à la maison vers 20 h 30, Susan n'était toujours pas revenue. Inquiet, il avait repris la route pour tenter de la retrouver. Moyer dit au policier qu'il se reprochait cet accident. S'il était allé conduire McLeese lui-même, rien de tout cela ne serait arrivé. Le lendemain, on pratiqua une autopsie de la victime. Les radios révélèrent que les 4e et 5e vertèbres cervicales avaient été fracturées et qu'elles s'étaient disloquées. Susan Moyer s'était cassé le cou. Ses yeux étaient noirs et enflés, ce qui indiquait que sa tête avait heurté le volant au moment de l'impact. Selon le rapport de la police, la voiture avait roulé au bas de cette pente raide. Le coroner détermina que les blessures étaient compatibles avec cet accident selon les comptes rendus qu'on en avait faits. Par conséquent, il conclut que la mort était accidentelle. Le corps de Susan fut remis à son mari. Celui-ci le fit incinérer. Il envoya ensuite ses cendres à sa ville natale de Sarasota pour les faire enterrer. La police, qui doit enquêter sur tout accident de la route ayant causé la mort, se rendit à l'hôpital pour y interroger le passager, Mitch McLeese. Une infirmière informa toutefois l'agent que McLeese avait refusé de se soumettre aux examens et qu'il avait quitté l'hôpital quelques heures plus tôt, en dépit de la consigne de ses médecins. Au bureau du shérif d'El Dorado, le lieutenant Jim Roloff se posait des questions. Le seul témoin de l'accident avait quitté la ville. Cela semblait pour le moins suspect. Notre victime était soi-disant gravement blessée et en train de mourir à l'hôpital. Et pourtant, elle était rentrée chez elle dans l'État de Washington. À partir de ce moment-là, la situation nous est apparue plutôt louche. Le lieutenant Roloff examina le rapport d'autopsie à la recherche de quoi que ce soit qui eût paru anormal, mais ne trouva rien. Tout cela allait toutefois bientôt changer. Un détective du service des enquêtes spéciales de Sarasota, en Floride, transmit au lieutenant Roloff des informations qui provenaient des membres de la famille de Susan Moyer. Selon eux, cette mort n'était pas accidentelle. Les enquêteurs de la Floride ajoutèrent qu'ils avaient effectué quelques vérifications sur les Moyer. On avait découvert que Susan avait touché depuis peu la somme de 3 700 000 $ suite au décès de son premier mari dans un écrasement d'avion. Selon sa famille, Ken Moyer avait surgi dans la vie de Susan peu de temps après qu'elle eut touché cette importante somme. Ces informations semèrent des doutes dans l'esprit de Roloff.
Aidé de son équipe, il décida de rouvrir le dossier de l'accident. La première chose qu'on devait établir, c'était comment cette femme était morte. Était-ce à cause des blessures causées par l'accident ou par autre chose? L'équipe d'enquête sur les accidents graves de la patrouille de la Californie, connue sous le nom de MATE, fut appelée à trouver des réponses. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs reconstituèrent les événements. Ils mesurèrent d'abord le degré de la pente du talus ainsi que la longueur des traces de pneus afin de savoir exactement de quelle façon la voiture s'était retrouvée au fond du fossé. Paul Whiting dirigeait cette enquête. On établit la vitesse approximative d'un véhicule et le temps écoulé avant qu'il finisse par s'arrêter. À partir de là, on peut calculer la force approximative qu'a subi le véhicule pour en arriver à s'arrêter. Ce sont les branches cassées par la voiture qui devraient aussi aider à mesurer la force exercée par celle-ci en dévalant la pente. Plus les dommages subis par la voiture étaient importants, plus celle-ci était tombée brutalement et rapidement. Même s'il y avait des marques sur les arbres, Whiting et son équipe trouvèrent que les dommages étaient somme toute mineurs. On en a établi que l'embardée du véhicule n'avait pas été assez forte pour causer les blessures mortelles qui avaient été relevées sur la victime. L'équipe d'enquête devait maintenant examiner de plus près la voiture qui avait été remorquée à la fourrière le soir de l'accident. Paul Whiting fut intrigué en la voyant. L'état général de l'auto était plutôt inusité. Il n'y avait aucun dommage important à l'intérieur du véhicule. On a vérifié le volant et il n'avait été faussé d'aucune façon. On n'a relevé aucune marque sur le tableau de bord. Les pédales étaient intactes. Rien à l'intérieur de cette voiture n'indiquait que quelqu'un avait percuté quoi que ce soit. Les enquêteurs se mirent ensuite à la recherche de sang ou de fibres, ce qui leur permettrait de savoir si Susan et son passager avaient heurté le pare-brise. Mais il n'y avait rien sur la vitre. Whiting en conclut qu'elle avait éclaté à cause de la contrainte exercée sur le véhicule au moment de l'accident et non pas parce que les passagers l'avaient heurté. Il n'y avait également guère de traces d'impact violent à l'extérieur de la voiture. Les dommages à la partie avant gauche étaient les seuls d'importance. Au pire, ils équivalaient aux dommages causés à un véhicule se déplaçant à une vitesse d'environ 15 km à l'heure. Comme par exemple quand on percute un lampadaire en reculant de son entrée de garage. Ce n'est pas tout à fait ce genre d'accident qui provoque des coups cassés ou quelque autre blessure mortelle. Whiting et son équipe ne trouvèrent aucun indice laissant présumer que la voiture avait subi un capotage ou un accident grave. Le lieutenant Roloff lut le rapport du MATE et devint de plus en plus sceptique. Tout ce qu'on apprenait nous portait à croire que cet accident n'était pas ce qu'il semblait être. Les autorités en étaient venues à croire que la mort de Susan Moyer n'était pas accidentelle. Mais en faire la preuve ne serait pas aisé. Le corps de Susan avait été incinéré et tous les indices sur les causes de sa mort avaient par conséquent été détruits. Le sergent-détective Hal Lamb de la section des homicides discuta du rapport du MATE avec le lieutenant Jim Roloff. Ils nous ont dit que la force de l'impact n'avait pas été assez importante pour avoir provoqué la rupture du cou de la victime. Maintenant que Susan Moyer avait été incinérée, le sergent-détective Lamb ne pouvait se fier qu'au rapport d'autopsie et aux détails relevés sur la scène de l'accident. Heureusement pour nous, le soir de l'accident, le coroner enquêteur était venu et il avait pris plusieurs photos de Susan dans le véhicule. On disposait donc au moins de cela. Les photographies montraient dans quelle position se trouvait le corps et la façon dont le sang s'était écoulé sur le visage de la victime. Ils montraient également ses blessures autour des yeux. Munis de ces nouvelles informations, les enquêteurs se tournèrent vers le service judiciaire de Sacramento et le médecin légiste en chef Gregory Schmank. Celui-ci examina les rapports et les photographies. Il lut les dépositions du personnel d'urgence sur la scène. Selon le témoignage de l'ambulancier, il y avait des blessures autour de ses deux yeux, à peine quelques secondes ou quelques minutes après l'accident. C'était très étonnant. Cela prend un certain temps pour qu'une blessure apparaisse parce que le sang doit d'abord filtrer à travers les tissus humains. Cela m'indiquait que la mort avait eu lieu bien avant que la voiture ne quitte la route. Les photographies montraient également des traces de sang séché sur le visage de la victime. Le sang avait coulé sur le côté du visage en direction de ses oreilles. Pourtant, sous l'effet de la gravité, suite à l'accident, le sang aurait dû couler vers l'avant. La façon dont le sang avait coulé sur le corps n'était pas compatible non plus avec la façon dont elle était assise dans l'auto. Schmank examina de près le rapport d'autopsie en tenant compte de l'analyse de l'accident faite par la patrouille de la Californie. Il y avait une fracture en plein milieu du cou. Ce genre de blessure ne peut guère, à mon avis, être causé par un accident d'auto comme celui-ci. La voiture n'avait pas fait de tonneau. Il n'y avait pas eu d'impact important sur l'auto. Cet accident n'avait donc pas pu provoquer une fracture à cet endroit dans le cou. J'ai donc conclu que la fracture et par conséquent la mort de Susan ne pouvaient être imputées à l'accident d'auto.
Maintenant, les policiers devraient découvrir comment cette femme était morte et qui avait voulu se débarrasser d'elle. Ils se tournèrent vers son mari, Ken Moyer, et le seul survivant de l'accident, Mitch McLeese. Malheureusement, ce dernier avait brusquement quitté la ville après l'accident et Ken Moyer, lui, était retourné vivre en Floride, où il possédait un magasin d'articles de sport. On interrogea les personnes qui avaient les liens les plus étroits avec le couple pour en apprendre un peu plus sur leur relation. Kyle Dallinger, un ami proche, habitait juste à côté des Moyer. Il déclara à la police que Ken Moyer semblait bouleversé le lendemain de l'accident. Ce dernier lui avait demandé de le conduire à l'hôpital où il devait aller chercher Mitch McLeese. Le voisin déclara qu'il avait alors vu Ken Moyer remettre un billet d'avion à McLeese. Il avait appris que McLeese ne rentrait pas chez lui, mais qu'il partait plutôt s'installer dans une petite ville près de Seattle. Ces nouvelles informations laissaient croire que les deux hommes avaient peut-être comploté pour effectuer ce meurtre. On était d'avis que Ken Moyer était le cerveau dans toute cette affaire. On se disait qu'il avait commis cet homicide pour l'argent et qu'il avait engagé Mitch McLeese pour l'aider à mettre son plan à exécution. Les détectives se rendirent dans l'État de Washington pour y interroger McLeese. Lorsqu'ils s'identifièrent, celui-ci parut nerveux. McLeese s'en tint à la version selon laquelle Susan était au volant et qu'il s'était endormi. Il déclara qu'il ne s'était réveillé qu'au moment où la voiture avait plongé au bas du talus et qu'il ignorait ce qui avait pu causer l'accident. Mais compte tenu de tout ce qu'ils avaient découvert, les détectives se doutaient bien qu'il ne leur disait pas tout. Il nous mentait. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais on ne disposait pas encore de preuves matérielles suffisantes pour l'arrêter à ce moment-là. Les policiers devaient trouver davantage d'indices. Le lieutenant Roloff envoya alors les détectives à Sarasota, la ville natale des Moyer, pour qu'ils interrogent les gens qui les connaissaient le mieux. Ils y rencontrèrent d'abord les enquêteurs de cette ville qui avaient recueilli des informations sur les Moyer et leur employé, Mitch McLeese. Les détectives y apprirent que Ken Moyer avait une liaison avec une certaine Betty Ann Brown. Cette dernière admit fréquenter Ken depuis 2 ans. Elle avait été ébranlée d'apprendre qu'il se mariait avec une autre femme, mais il lui avait assuré que ce mariage ne changerait rien à leur relation. De fait, Ken Moyer avait continué de voir régulièrement Betty Ann. Elle a reconnu qu'ils avaient eu une relation sexuelle juste avant son mariage avec Susan. Et le jour des funérailles, ils en avaient eu encore une. Elle nous a même dit à quelle heure elle l'avait rencontré dans un motel. Les détectives interrogèrent ensuite les employés de Ken à son magasin d'équipements sportifs. Il semblait que tous avaient la même histoire à raconter. Selon ceux qui connaissaient Ken, son mariage avec Susan n'était pas un mariage d'amour. Les gens que nous avons interrogés nous ont tous dit qu'il était évident que Ken avait épousé Susan pour son argent et qu'il ne l'aimait pas vraiment. Il avait même posé une petite devinette à l'un de ses employés et dit « Tu sais pourquoi les gens se marient ?» Et Eddie avait répondu « Par amour ?» Ken avait alors répliqué « Non, c'est pour l'argent. » Les policiers disposaient maintenant d'un mobile très évident, mais il y avait toujours des zones d'ombre autour du crime lui-même et de la scène de ce crime. On croyait qu'ils avaient maquillé l'homicide en accident. Toutefois, prouver la culpabilité de Ken Moyer et de Mitch McLeese dans ce meurtre exigerait bien plus qu'un mobile. Il faudrait fournir des preuves irréfutables. 4 mois après l'accident, la lecture d'un article dans le journal poussa un homme à tout faire à contacter la police. Il déclara au détective que Ken Moyer l'avait embauché pour refaire le jointoiement des carreaux de céramique dans l'entrée de sa maison. Moyer lui avait dit qu'il avait renversé du sirop contre la tour cerise et que cela avait pénétré dans le coulis. L'ouvrier avait déclaré à Moyer qu'il n'était pas obligé de changer le coulis. Il n'avait qu'à gratter et à appliquer du coulis sur les sections tachées. Moyer a insisté pour que tout le coulis soit enlevé et remplacé. Il nous a également dit que pendant qu'il retirait le coulis, Moyer se tenait à côté de lui avec un aspirateur et qu'il ramassait les miettes tachées au fur et à mesure. Il décrivit précisément l'endroit où il avait fait son travail. Comme il s'agissait de matériaux poreux, il était persuadé qu'il resterait des taches rouges.
that we're really concerned with. The tile guy, this is the area that he came in and pointed out to us. Some area right in here. La police obtint un mandat pour fouiller la maison des Moyer. Faye Ann Springer, une technicienne judiciaire de Sacramento County, examina les carreaux à la recherche de taches de sang. Lors de son examen préliminaire, elle ne trouva rien. Okay, I think what we'll do is we'll spray in this area first and then work our way down towards the door. Avec méthode, Springer vaporisa ensuite les carreaux d'un produit chimique qu'on appelle fluorocène et qui luit en présence d'infimes quantités de sang. Cela n'identifie pas le sang en tant que tel, mais cela nous indique les endroits intéressants. Dans ce cas-ci, il y en avait au moins 2 dans l'entrée. On a donc demandé que les carreaux qui s'y trouvaient soient enlevés. Le sang était en si petite quantité qu'il était impossible de le voir à l'œil nu. On voulait donc regarder les côtés du carreau pour voir si le sang n'avait pas filtré entre les carreaux et dans le coulis. On envoya les carreaux au labo et l'on obtint des résultats positifs. Springer devait ensuite déterminer si c'était le sang de Susan Moyer ou non. Elle n'était pas certaine d'y parvenir. Il n'y avait pas beaucoup de matière à examiner. Il est très difficile d'analyser les taches de sang qui se trouvent dans du coulis ou du ciment. Je croyais toutefois qu'il y en avait assez pour en obtenir le code génétique. Springer ne s'était pas trompé. L'échantillon était suffisant pour qu'on puisse en extraire l'ADN. Elle lui compara ensuite le code génétique de la victime et put affirmer que le sang des carreaux était celui de Susan Moyer. Le 27 mars 1993, Ken Moyer fut arrêté à Sarasota, en Floride, et ramené en Californie. Les enquêteurs étaient parvenus à reconstituer les événements qui avaient conduit au meurtre de Susan. Ken Moyer l'avait courtisée et épousée pour son argent. Après le mariage, il l'avait contrainte à déménager en Californie, loin de ses proches qui risquaient de poser trop de questions. Moyer engagea ensuite Mitch McLeese et il le paya pour que celui-ci mette ses projets meurtriers à exécution. Le soir du 27 octobre 1992, McLeese a surpris la victime par derrière et lui a rompu le cou. La force de son geste a entraîné chez la victime des saignements de nez et le sang a giclé sur le carrelage. Sa mort a été instantanée. Les détectives croient que Ken Moyer a ensuite aidé McLeese à mettre le corps de sa femme dans la voiture. Je crois que Mitch McLeese s'est assis dans le siège du passager et qu'en s'étirant le bras, il dirigeait le volant et appuyait sur l'accélérateur avec le pied gauche. Ken Moyer a été jugé coupable du meurtre au premier degré de Susan Moyer. Il a été condamné à la réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mitch McLeese a également été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a eu droit à la même peine.